Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition. Avec qui? Avec Véronique Liès, à qui je dis avant tout bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour à tous et à toutes. Alors Véronique, vous êtes nutrithérapeute. Pourriez-vous m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'une nutrithérapeute et quelle est votre formation? Bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, je suis à la base diététicienne, nutritionniste et nutrithérapeute. Donc, la diététique, donc ça c'est une science paramédicale, j'ai envie de dire, qui est reconnue et qui nécessite donc évidemment un diplôme. La nutrition va faire un petit peu plus attention à l'aspect des nutriments, comme son nom le dit, alors que la diététique va se focaliser un petit peu plus sur l'aliment dans sa globalité. Et la nutrithérapie, eh bien, c'est simplement le fait de pouvoir soigner ou prévenir, bien sûr, certaines pathologies avec l'alimentation. Donc voilà, ce sont évidemment des choses qui sont assez proches et complémentaires les unes des autres. Alors, Véronique Liès, je crois que vous avez été formée en Belgique. Tout à fait, tout à fait. Donc je suis belge à l'origine et je me suis formée à la diététique en Belgique. Et puis j'ai complété ma formation en nutrition par diverses spécialisations que j'ai faites en Belgique et en France, notamment plusieurs DU, donc des diplômes universitaires en micronutrition, en nutrition du sportif et également en nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Alors, on rentre dans le vif du sujet. En quelques mots, qu'est-ce que la micronutrition? Alors, ce qu'on appelle micronutrition, c'est vraiment essayer d'aller comprendre comment les nutriments, les oligo-éléments, les vitamines, les antioxydants, etc. peuvent avoir un effet fonctionnel sur notre santé. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, mais nous fonctionnons grâce à des dizaines de milliers de réactions chimiques qui se passent de façon instantanée dans notre organisme, et ces réactions nécessitent de façon précise et appropriée la présence de micronutriments. Et donc on sait aujourd'hui par exemple que pour fabriquer de l'insuline, eh bien le corps a besoin d'une certaine quantité de zinc. Donc ça c'est évidemment un exemple parmi d'autres, mais donc la micronutrition, donc à laquelle je me suis formée à l'université, notamment à Poitiers, à Grenoble, à Paris, etc. Eh bien cette micronutrition, elle permet de mieux comprendre comment toutes ces réactions dans l'organisme peuvent se faire grâce donc à ces micronutriments. En lisant votre parcours, je vois que vous vous intéressez beaucoup au rééquilibrage. Kesako. Alors Kesako, c'est le rééquilibrage, comme son nom l'indique, a pour objectif évidemment de remettre un petit peu de l'ordre dans l'assiette. Donc l'idée étant que nous avons besoin d'un certain pourcentage de protéines, de lipides, de glucides, que parmi les lipides, eh bien, on va aussi avoir besoin de certaines familles d'acides gras, et on va avoir notamment intérêt à en diminuer certaines autres. Et donc l'idée du rééquilibrage, c'est justement faire le point avec la personne que l'on va avoir en face de soi, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et donc de remettre de l'équilibre dans les macronutriments, et bien entendu aussi dans les micronutriments, pour répondre au mieux aux besoins des personnes. Alors, vous vous occupez également d'aider les personnes en amaigrissement. Oui, c'est bien entendu aujourd'hui les problèmes de poids, un vrai problème de santé publique. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Évidemment, on n'a pas tous des problèmes de poids. Bon, il y en a qui ont des problèmes avec leur poids, mais qui n'ont pas de problème de poids. c'est pas toujours exact. La même catégorie. Donc, il est important évidemment de faire la différence.
Mais donc, bien entendu, ça reste un des motifs de consultation les plus importants. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop tendance à penser que la solution ne se trouve qu'exclusivement dans les choix alimentaires. La solution s'y trouve, certes, mais pas comme beaucoup le pensent d'un point de vue calorique. Aujourd'hui, les régimes sont presque tous orientés vers un comptage de calories, alors qu'on sait très bien qu'on peut prendre du poids en mangeant pratiquement 0 calories. Donc c'est un petit peu caricatural, mais c'est vrai que quand on sait par exemple que les édulcorants peuvent influencer notre poids, alors qu'un soda light contient 0 calories, eh bien il peut faire grossir. Donc aujourd'hui, il est important de redonner les bons messages et de bien faire comprendre que bien sûr l'assiette est importante, mais pas exclusivement en termes de calories. La proportion va être importante, l'heure du repas va être importante, la façon dont on mange, si on mange vite, si on mange lentement, et également la présence ou l'absence ou le manque de micronutriments. On sait que manquer de fer, manquer de vitamine D, manquer d'iode, enfin il existe toute une série de nutriments qui, lorsqu'ils sont manquants dans les apports alimentaires, peuvent favoriser surpoids et obésité. Et puis bien entendu, il y a d'autres éléments qui sortent un petit peu de l'assiette, mais la façon dont on gère son stress, le sommeil, l'activité physique, et puis bien sûr les problèmes de santé, si vous êtes insulino-résistant, si votre thyroïde fonctionne pas bien. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a de très nombreux problèmes comme l'inflammation, les troubles du microbiote également, qui peuvent venir perturber les chances de perdre du poids si on n'y prête pas attention. Et donc il faut vraiment arrêter de compter les calories comme un boulier compteur et de penser que ça va suffire. On ne fait que frustrer le corps finalement, qui va avoir encore plus de déficit et qui va après avoir un malin plaisir à nous faire regagner tout ce qu'on a perdu quand on a perdu, parce que parfois bien sûr ça ne fonctionne pas. Alors Véronique Liès, avant d'entreprendre le dossier sportif, on va quand même ensemble tordre le cou à 10 fausses croyances en nutrition. Si on commençait par le fruit, on ne peut pas manger de fruits après un repas, dit-on. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup cette phrase. Alors, si vous êtes parmi ceux et celles qui, en mangeant un fruit après un repas, vous mettez à ballonner immédiatement, c'est qu'il y a un vrai problème de santé, notamment ce qu'on appelle un SIBO, c'est-à-dire un développement bactérien dans la partie haute de l'intestin. Mais quelqu'un qui est en bonne santé peut très très bien manger un fruit à la fin de son repas, ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucune étude, aucune preuve, rien du tout qui permette d'affirmer qu'on ne mange pas de fruits à la fin d'un repas. Et alors si on attaquait les carottes et le sucre? Alors, si vous voulez, on peut dire un petit mot sur les carottes, bien sûr, parce que les pauvres, il est temps aussi de les réhabiliter. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes qui pensent que les carottes, c'est extrêmement sucré, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les carottes qui sont cuites ont cette capacité d'élever la glycémie plus rapidement que si elles sont consommées crues, mais une portion de carottes même cuite ne va absolument pas faire exploser votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang. Donc on peut vraiment les manger sans crainte, il n'y a vraiment pas de souci. Alors Véronique, il ne faut surtout jamais sauter un repas. C'est vrai qu'on l'entend énormément aussi. En réalité, la phrase n'est pas complète. Il faudrait dire il ne faut surtout jamais sauter un repas si on a faim et qu'on espère de perdre du poids. Parce que bien entendu, ça risque de dégénérer et de mener à des grignotages, voire des pulsions alimentaires. Mais par contre, si on n'a pas faim, on a raison de ne pas manger. Certaines personnes ont bien mangé le matin, bien mangé le midi, ont pris un bon goûter et n'ont par exemple pas faim le soir. Il faut pas
pas se forcer, bien entendu, à manger, et il n'y a pas de souci avec ça. Pareil, le matin au petit déjeuner, certaines personnes n'ont pas toujours envie de prendre de petit déjeuner. Alors il faut quand même préciser que parfois c'est parce que le repas de la veille a été très très copieux et très arrosé ou tardif, et c'est ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas d'appétit le matin. Donc ça, c'est évidemment un petit peu moins bien, mais si votre repas du soir a été léger, a été normal et que vous n'avez pas faim le matin, peut-être faites-vous partie de ces personnes qui préfèrent retarder un petit peu l'heure du repas. Donc si ça mène à des grignotages, bien sûr, c'est pas une bonne idée de sauter un repas, mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de problème. Écoutons notre corps. Véronique Liès, que pourriez-vous dire à ceux qui présentent des troubles métaboliques et cardiologiques? Bien entendu, l'idée c'est de faire un bon bilan pour démarrer. Je dirais surtout ne pas fuir les graisses, mais choisir les bonnes. C'est-à-dire, donc la première chose quand on parle de problèmes cardiologiques ou métaboliques, on va penser bien sûr au cholestérol, on va penser bien sûr également à la glycémie. Il y a énormément de personnes qui sont soit diabétiques et qui ne le savent pas, soit qui sont au stade avant le diabète qu'on appelle insulinorésistance. C'est une phase durant laquelle l'insuline ne fonctionne pas correctement, n'est pas suffisamment efficace, et donc le pancréas va en fabriquer une grande quantité, ce qui va générer du surpoids et de l'obésité. Donc ces patients-là ont intérêt à légèrement modérer les aliments qui contiennent des glucides, mais de façon légère, surtout pas les éliminer, mais surtout choisir des aliments qui élèvent peu la glycémie. Donc ça va être des aliments qui sont non transformés, pas de plats préparés, etc. Donc vraiment des aliments très peu transformés, favoriser du quinoa, des aliments complets, ce genre de choses. Ce sont des personnes qui auront intérêt aussi à réduire bien sûr les graisses d'origine animale et à favoriser des graisses plutôt végétales, mais c'est pas vrai pour toutes les graisses. Par exemple, les graisses du poisson, qui sont bien entendu des graisses animales, ces graisses sont donc des graisses qui sont surtout des oméga 3 et qui sont très très protectrices tant au niveau cardiovasculaire que pour la sensibilité de l'insuline. Donc l'idée pour ces personnes, ça va vraiment être de privilégier la qualité des graisses, de manger un petit peu moins d'aliments glucidiques et surtout des aliments qui élèvent peu la glycémie, donc les aliments complets, non transformés, les légumineuses par exemple, de privilégier aussi les fruits, sans exagérer, mais en les consommant entiers et pas sous forme de jus, mais surtout de mettre l'accent sur les légumes. Ça, c'est vraiment les grands messages que l'on peut adresser à ces personnes. Mais alors, Véronique, les graisses végétales, vous faites allusion aux noix, par exemple? Alors, les graisses végétales, il y en a plusieurs origines, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les oléagineux sont bien sûr des aliments qui permettent la fabrication d'huiles qui sont de façon générale plutôt bonnes pour la santé, mais là aussi il faut vraiment distinguer les huiles qui vont être riches plutôt en oméga 6. Ça va être notamment le cas de l'huile de tournesol, ça va être le cas de l'huile de pépins de raisin, qui sont des huiles finalement assez mal équilibrées parce que très très riches en oméga 6. Donc il ne faut pas les exclure bien sûr, mais il ne faut pas les consommer au quotidien. Et puis vous avez des huiles comme l'huile de noix qui est plus intéressante, l'huile de lin également, mais qui sont des huiles très fragiles mais très riches en oméga 3. Donc on ne va pas les chauffer, on va les garder au frigo. C'est le cas aussi de l'huile de colza qui est une très très bonne huile. Donc toutes les graisses végétales ne sont pas à mettre sur un même pied. On va peut-être en profiter pour tordre le cou au sirop d'agave et aux boissons light avec la réaction au niveau du pancréas. Tout à fait. Alors ce sont deux choses qu'il faut distinguer. Donc tout à l'heure je l'ai dit, quand on mange des aliments qui élèvent beaucoup la glycémie, cela va solliciter le pancréas qui va devoir fabriquer trop d'insuline. Donc ça c'est vrai pour les aliments qui sont surtout riches en glucose. Et puis le sirop
riche en fructose. Et le fructose, lui, il a plutôt tendance à être totalement métabolisé par le foie. Donc c'est la raison pour laquelle le fructose élève peu la glycémie. Donc on a cru longtemps que c'était un sucre ami, notamment pour les patients diabétiques qui ont bien sûr intérêt à ne pas trop élever leur taux de sucre dans le sang. Et donc on avait observé que lorsqu'ils consommaient des aliments riches en fructose, eh bien leur glycémie ne s'élevait pas beaucoup. Donc on s'est dit chouette, ça c'est vraiment un très bon sucre. Et donc pendant des années, les fabricants ont produit des biscuits et des confitures et toutes sortes de produits pour diabétiques riches en fructose, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'en réalité ce fructose, eh bien comme il va être métabolisé totalement par le foie, il se transforme en triglycérides directement et il favorise cette fameuse insulino-résistance dont je vous parlais. Donc le sirop d'agave étant très riche en fructose, c'est certainement pas un sucre à recommander. Et Véronique, le bio alors, c'est toujours bon ou c'est pas toujours bon? Je crois que vous êtes bien tranchée là sur la réponse. Allons-y. Alors moi je suis évidemment extrêmement favorable au bio. Il a été prouvé que de façon générale, les fruits et légumes bio, en plus de contenir peu ou pas de pesticides, ont une valeur nutritionnelle supérieure, mais certaines personnes ont fait des raccourcis en pensant dès lors que le bio signifiait immédiatement aliment santé. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est exploité par l'industrie agroalimentaire qui fabrique du coup des produits qui sont de piètre qualité nutritionnelle, mais sans pesticides et qui sont vraiment bio. Je veux parler bien sûr des biscuits, des chips. Un chips bio reste un chips, hein. Il est juste dépourvu de pesticides, notamment évidemment sur la pomme de terre, mais ça reste un aliment qui a été cuit à haute température, qui va élever rapidement la glycémie. Donc ne tombons pas dans le piège du bio. Les aliments transformés bio restent souvent de mauvaise qualité nutritionnelle. Qu'avez-vous à dire aux sportifs ? Alors les sportifs, c'est évidemment le problème de base, c'est de définir ce qu'est le sportif. On va bien sûr faire la différence entre le sportif du dimanche et le sportif professionnel. Donc moi je m'occupe d'une équipe de football en première division. Il est évident que les conseils que je peux leur apporter ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui me dit qu'il n'a plus fait de sport mais qu'il s'y remet et qui veut se préparer pour un petit footing de 5 km. Donc ce sont des conseils différents. À partir du moment où on n'est pas dans un esprit de compétition, de performance, l'alimentation équilibrée va suffire totalement. Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. On va bien entendu mettre l'accent sur l'hydratation. On va bien entendu voir aussi combien de temps et à quelle fréquence ont lieu les activités physiques. C'est vrai qu'on peut recommander une boisson spécialisée de l'effort à partir du moment où on a un effort qui va durer plus d'1 heure, mais en dehors de ça, il n'y a pas de recommandation particulière. Par contre, lorsque l'on parle bien entendu d'un sportif professionnel ou des sportifs qui ont à l'esprit la performance, la compétition, et dès lors où il y a plus d'intensité, plus de fréquence, donc fatalement là on peut bien entendu donner des conseils supplémentaires, notamment celui qui va être d'augmenter un petit peu la part faite aux glucides, donc aux féculents par exemple. On va garder bien sûr l'accent sur l'hydratation, puisque l'on sait qu'une déshydratation même légère va nuire à la performance. Ce sont des personnes aussi qui sont plus sujettes aux troubles digestifs, notamment dans les sports d'endurance, donc on va aussi faire une attention particulière à bien soigner son microbiote et la barrière intestinale. On sait, je l'ai dit tout à l'heure, que les oméga 3 sont très importants. Pourquoi
avoir suffisamment d'oméga 3, c'est important parce qu'ils sont anti-inflammatoires. Or, bien entendu, chez les sportifs, il y a des risques inflammatoires qui sont bien plus présents. Donc, on va avoir en tête, chez ces sportifs professionnels ou ces sportifs de haut niveau ou de compétition, quand même des choses sur lesquelles on va attirer leur attention toute particulière, et notamment la récupération. On sait très bien qu'après un entraînement ou après une compétition, le corps dispose véritablement d'une période de 30 minutes durant laquelle la récupération va être optimale ou pas. C'est-à-dire que la boisson de récupération est incontournable chez ces personnes si on veut espérer qu'elles puissent se réentraîner le lendemain ou le surlendemain. Donc oui, il y a des stratégies à appliquer aux professionnels sportifs. Alors justement, puisqu'on parle de sport, on a tous tendance, y compris pour le sportif du dimanche, comme vous l'appelez, ou le sportif occasionnel, de l'encourager à prendre une barre de chocolat noir plutôt qu'une barre de chocolat au lait. Et là, je crois que Véronique Liès va nous apporter une petite précision. Alors, le chocolat, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas que les sportifs qui aiment manger du chocolat, donc ça va concerner beaucoup de personnes. Mais non, je souris souvent d'entendre que le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais on a bien sûr intérêt à plutôt consommer du chocolat noir parce qu'il va contenir beaucoup plus de cacao et donc plus de polyphénol, mais il contient peut-être moins de sucre, mais il va contenir plus de graisse. Donc voilà, il ne faut pas malgré tout abuser du chocolat, même s'il est noir. 20 grammes par jour me semble une quantité raisonnable. Après, si on veut profiter des bienfaits du cacao, on peut très bien le consommer de façon modérée, comme je l'ai dit, 20 voire 30 grammes sur la journée, ça va être suffisant. Alors Véronique, je crois que vous avez une petite précision à apporter aux auditeurs sur la différence entre légumes frais et légumes surgelés. Alors les légumes frais sont bien sûr intéressants, mais attention, j'attire quand même l'attention sur le fait que parfois ils sont quand même laissés dans les magasins, sur les présentoirs pendant plusieurs jours. Si vous les achetez et que vous les laissez vous-même plusieurs jours dans le frigo, les pertes en vitamines peuvent véritablement être très importantes. Or, les surgelés vont être bien surgelés directement après la récolte, donc parfois leur valeur nutritionnelle peut être supérieure. Aujourd'hui, le point de vue, c'est il ne faut pas rejeter l'utilisation des légumes surgelés. Bien sûr, c'est certain, pour certains d'entre eux, ils seront moins beaux à la présentation, ils peuvent être moins croquants sous la dent, donc on va quand même favoriser le frais dans certains cas, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser des surgelés, notamment pour faire des potages, pour faire des sauces, en fonction du légume qui est utilisé. Par contre, tout ce qui est conserve, on va vraiment l'éviter parce que c'est très salé, parce qu'on sait que la conserve libère des toxiques que nous pourrions donc du coup consommer, parce que les jus qui trempent ne sont pas toujours non plus de première qualité, le goût n'est pas très bon. Donc les conserves de légumes, sincèrement, je les déconseille. Mais par contre, n'hésitons pas à utiliser des surgelés, ils ne posent pas de problème. Alors, pour terminer cette émission, je vais annoncer la petite cerise sur le gâteau. C'est que depuis septembre, les auditeurs peuvent vous écouter sur YouTube, puisque vous mettez votre tutoriel Health Essentiel, donc l'essentiel de la santé. Et j'invite les auditeurs à aller vous écouter, par exemple, parce que je pourrais vous donner la parole, mais le temps nous est compté, sur le thé vert matcha. Je rappelle aux auditeurs également que vous avez publié chez Alpen et chez Le Duc, donc 3 livres. Le grand livre de l'alimentation chez Le Duc, les hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, et les erreurs qui vous empêchent de vivre chez Alpen. De maigrir
De maigrir, oui. Nutrition Alpen, voilà. Alors, je précise aux auditeurs qu'on peut vous joindre sur votre site internet. Il suffit de taper sur Google Véronique Liesse, L-I-E-2-S-E, que vous êtes coach et que vous consultez au terme marin de Monte-Carlo. Et je pense qu'ils peuvent déjà vous contacter directement via le site internet. Tout à fait. Via mon site internet, Véronique Liesse Nutrition, je suis joignable. Merci beaucoup Véronique. Merci à vous. Et à très bientôt pour une poursuite. À bientôt. Oui, merci. Au revoir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. Ira.